Dans cette vidéo, je vais vous partager les 6 étapes qui sont le dénominateur commun entre toutes les acquisitions immobilières que vous allez faire en Suisse. Je parle ici de la résidence principale, résidence secondaire, un bien de rendement résidentiel et un bien de rendement commercial ou industriel. C'est à peu près la même chose partout. Mon but, c'est de vous exposer les problématiques que vous allez avoir demain quand vous achetez aujourd'hui, parce que c'est des problématiques que j'ai déjà suivies et vécues, et de vous faire gagner du temps dans le processus. La toute première étape que vous devez réaliser avant de faire quoi que ce soit, c'est de régler votre budget. C'est de savoir combien est-ce que vous pouvez vous permettre d'acheter. Ça paraît logique, mais tout le monde ne commence pas par ça. Comment est-ce que vous faites ça? Eh bien, pour la résidence principale, je vais commencer par ça, vous devez avoir 20% de fonds propres. Donc vous devez être capable d'injecter 20% de fonds propres dans l'acquisition que vous êtes en train de faire. Si vous achetez une maison qui vaut 1 million, vous devez mettre 200 000 francs de fonds propres. En plus de ça, vous avez des frais d'acquisition liés à cette acquisition, à l'achat que vous êtes en train de faire. Donc sur 1 million, vous allez payer entre 30 et 50 000 francs de frais d'achat. Okay, je parle ici pour la Suisse romande. En Suisse alémanique, c'est un peu différent pour certains cantons. Je parle ici de la Suisse romande. Dans la Suisse romande, c'est un peu partout pareil. Le Valais étant le canton le moins cher avec à peu près 3% de frais d'acquisition. Et plus vous allez direction Genève, plus vous payez cher, terminé à 5% à Genève. Dans la prochaine partie, j'expliquerai de quoi sont composés ces fonds propres, mais partez du principe que vous devez avoir 20% de fonds propres pour l'achat de la résidence principale. Pour l'achat de la résidence secondaire, et d'ailleurs ces 20% de fonds propres, c'est assez bien connu pour la résidence principale. Je pense notamment aux personnes qui viennent d'un autre pays et qui souhaitent acheter une résidence principale, par exemple, pensez à ces 20%. Les résidences secondaires, par contre, sont jugées est considéré comme un peu plus risqué pour un établissement de financement. Ça veut dire que vous achetez une résidence secondaire, c'est moins nécessaire que la résidence principale, puis il pourrait y avoir plus de risques que vous ne payez pas les intérêts passifs quand vous êtes propriétaire de la résidence secondaire. Cette résidence secondaire vous demandera entre 30 et 40% de fonds propres. Je dirais 30 pour les banques les plus souples. Souvent, c'est les banques locales, là où vous achetez. Si vous achetez en station de ski, par exemple, souvent on serait autour des 30. Si vous allez vers des banques comme UBS un peu plus grosses, vous serez plus proche des 40. Okay, et vous avez un peu ce ratio, ce range, je dirais plutôt cette fourchette entre 30 et 40%. C'est difficile à dire un montant précis parce que ça dépend un peu de là où vous achetez et puis quel type de profil vous avez. Et surtout avec quelle banque est-ce que vous travaillez. Je dirais qu'une banque locale implantée sur place aura tendance à vous offrir un financement un peu plus attractif. Vous avez souvent des problèmes avec les résidences secondaires quand vous achetez avec une banque assez éloignée. Typiquement, vous êtes genevois, vous avez un compte à la BCGE, vous êtes à Crans-Montana et vous faites le financement avec la BCGE. La BCGE aura plutôt tendance, je dis BCGE mais ça peut être une autre banque à Genève, c'est pour dire que c'est une banque qui est à Genève et qui finance en Valais, elle aura tendance à être un petit peu plus sur la retenue en termes de valorisation. Donc souvent, quand vous achèterez, on connaît moins le marché local, les logiciels que les banques utilisent pour évaluer le marché local sont moins performants en résidence secondaire et en station de ski. C'est des objets un peu plus atypiques pour des logiciels qui fonctionnent sur des bases de données importantes, ce que les banques utilisent. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'elle sera un petit peu plus conservatrice. Ça, c'est pour la résidence secondaire. Pour un bien immobilier de rendement, un appartement, donc résidentiel, vous achetez un appartement que vous louez, ça veut dire que vous faites louer, vous mettez un locataire à l'intérieur, c'est un investissement, c'est pas pour vous. Vous aurez besoin entre 25 et 35% de fonds propres. Mais souvent, vous serez plutôt à 25% de fonds propres. En fonction des banques, vous avez des options, des fois avec 20% de fonds propres, c'est possible, c'est autorisé par la FINMA, c'est directive de l'ASB, donc c'est envisageable d'avoir un financement à hauteur de 80% et donc d'injecter 20% de fonds propres. Mais je dirais que dans la plupart des cas, c'est plutôt 25%, parfois 30%. Ça dépend un peu de votre situation personnelle et du deal que vous trouvez. Quand même, j'y reviendrai plus tard. Et enfin, pour un bien immobilier commercial industriel, donc vous achetez une halle commerciale, un local commercial, vous achetez un magasin, centre-ville, au rez-de-chaussée, ou alors vous achetez halle industrielle, un local de stockage, un garage box un peu grand, eh bien vous devrez injecter assez facilement 35% de fonds propres pour les deux, voire au-delà. Okay, il y a une exception un peu avec les bureaux. Les bureaux, des fois, vous pouvez descendre un peu en dessous, autour des 30%. En général, ce sera assez facilement 35, voire 40% de fonds propres, parce que c'est des investissements qui sont considérés comme plus risqués aux yeux des établissements de financement, puisqu'il y a une pénurie de logements assez importante pour les logements d'habitation, mais il n'y a pas une pénurie de locaux commerciaux à l'industriel très importante. Et même s'il y en avait, en fait, c'est simplement un véhicule d'investissement aujourd'hui qui est beaucoup plus exposé à la conjoncture nationale et internationale, à l'état économique du pays, et donc qui peut avoir des variations et des volatilités plus sensible que l'immobilier résidentiel de monsieur, madame, tout le monde qui souhaite y habiter. Parce que pour le résidentiel, honnêtement, aujourd'hui en Suisse, vous avez un risque en tant qu'établissement de financement de plus ou moins 0 quand vous faites un investissement de 80% de la valeur de l'objet. Okay, donc voilà, ça c'est un peu la situation actuelle et c'est la toute première étape. Donc prenez le pourcentage que j'ai fait en fonction de ce que vous voulez acheter, vous imaginez un petit peu si vous avez 20% de fonds propres à mettre, si vous avez 200 000 francs, eh bien vous pouvez acheter 1 million.
Si vous avez 250 000 francs de biens immobiliers et que vous voulez investir pour faire du rendement, vous allez pouvoir acheter 1 million. Mais n'oubliez pas les frais d'acquisition. Donc il vous faut toujours un peu plus de fonds propres que prévu pour les frais d'achat, qui doivent être financés par des fonds propres et que la banque ne va pas vous financer. Donc elle ne va pas intégrer ça dans son prêt. Première partie, le budget. Deuxième partie, deuxième étape très importante, c'est le financement. Quand vous savez combien de fonds propres vous devez injecter, vous savez combien la banque va vous prêter. Et là, les systèmes sont un peu différents en fonction de ce que vous achetez. Donc, pour une résidence principale, la banque vous financera à hauteur de 80%. Et la garantie de la banque, il y a toujours deux garanties pour une banque, c'est la fortune et c'est les revenus. Et donc, aux yeux d'un établissement de financement, quand vous achetez votre résidence principale, vous achetez un bien immobilier qui va vous coûter de l'argent. Et donc, vous injectez 200 000 francs pour acheter votre maison à 1 million, vous avez 800 000 francs de dette. Là, la fortune, elle est réglée. C'est-à-dire, vous avez les 200 000, c'est bon, c'est OK. La banque évalue le bien immobilier. Si ça vaut bien 1 million et que vous payez 1 million, c'est OK. La banque a retenu la valeur. C'est ce qu'on appelle la valeur de gage, la valeur de nantissement. C'est la valeur que la banque retire de votre bien immobilier, parce que des fois, c'est différent. Vous pouvez acheter une maison qui vaut 1 million, et puis que vous payez 1 million, mais qui vaut en réalité 800 000 pour la banque. Ça, c'est problématique, parce que la banque ne vous finance pas sur le delta. C'est-à-dire les 200 000 restants, elle ne vous finance pas ça. Ça, c'est des fonds propres purs. C'est ce que vous voulez éviter, évidemment. Et parallèlement, vous avez l'autre option aussi. Vous achetez une maison que vous payez 1 million et qui vaut 1,2 million. Et là, la banque vous finance sur 1 million. C'est ce qu'on appelle le principe de la valeur la plus basse en financement immobilier. Et donc, ça veut dire que la banque, dans tous les cas, elle gagne. Une banque en Suisse ne perd jamais d'argent en financement hypothécaire. Et c'est un peu le b.a.-ba du financement immobilier, c'est que la banque, elle ne va pas perdre d'argent. C'est pour ça que le marché immobilier est très résilient, d'ailleurs, en Suisse. Voilà, ça, c'est pour la fortune. Okay, les revenus, c'est quelque chose de différent. Les revenus, vous aurez ce qu'on appelle la capacité d'endettement, que vous devez prouver à la banque, que vous devez justifier à la banque. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, la banque va analyser combien est-ce que vous gagnez et combien est-ce que le bien immobilier va coûter. Donc, si vous achetez une maison à 1 million, je reviens sur cette maison à 1 million, vous avez, quand vous achetez votre maison à 1 million, et je parlais de la résilience du marché immobilier suisse juste avant, il faut comprendre que la banque, le système de financement immobilier en Suisse, c'est pantalon, bouton, ceinture, bretelles, parachute. Il y a la guerre du monde, la troisième guerre du monde qui éclate en Suisse, vous pouvez toujours payer vos intérêts passifs. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que ça marche bien. Mais bon, c'est pour ça que c'est difficile d'acheter en Suisse. Mais ce que la banque fait comme calcul, et c'est pas, quand je dis la banque fait, c'est pas que les banques veulent faire ça. Elles veulent pas faire, elles souhaitent pas faire. Mais on leur impose ça par la FINMA, l'autorité financière suisse. Mais ce que les banques doivent faire, c'est considérer un intérêt passif, donc l'intérêt qu'elle va vous prêter de 5%. Alors que la réalité, c'est que vous, aujourd'hui, vous allez payer 1,3% ensuite. Mais elle va considérer 5%. Donc 4 fois plus que ce que vous payez réellement. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc elle va vous dire, votre maison, avec 800 000 de dette, coûte 40 000 francs par année. 5% de 800 000. Premièrement. Ensuite, elle va vous dire, vous devez entretenir votre maison. Elle ne vous rapporte pas d'argent, mais vous devez l'entretenir. Il y a des trucs à changer de temps en temps. Le four a changé, une paroi de douche qui a pété, un carrelage à remplacer, etc., etc. Donc ça coûte un peu d'argent. Et donc elle va considérer à peu près 1% de la valeur de la maison. Donc si vous avez une maison que vous achetez qui vaut 1 million, elle a à peu près 10 000 francs de frais d'entretien annuels que vous allez devoir mettre de côté parce que de toute façon vous allez devoir payer. Ici vous avez aussi une fourchette, en gros, si vous achetez du neuf ce sera un peu plus faible, si vous achetez du vieux ce sera potentiellement un peu plus élevé. Et vous avez souvent, on oscille entre 0,5 et 1. Et enfin, vous avez de l'amortissement. L'amortissement c'est le remboursement de la dette. La banque va partir du principe que la dette, vous n'allez pas la garder en entier, vous allez rembourser un bout. Alors la particularité de la Suisse, c'est que vous n'avez pas besoin de rembourser en entier votre dette. Mais donc, pour son calcul de financement immobilier, pour s'assurer que vous pouvez acheter, que vous avez la capacité de vous endetter, la capacité d'endettement, c'est la capacité à s'endetter, eh bien, elle va considérer 1% de la valeur de la maison également par année, en gros, comme amortissement. Okay, je fais simple, le calcul est un peu plus compliqué, mais c'est pour faire ça. Si vous partez sur ces chiffres que je viens de vous donner, vous avez la certitude de faire juste. Donc, en gros, elle va compter aussi 10 000 francs d'amortissement par année. Vous, pour votre maison, sachez que si vous achetez une maison à 1 million avec un financement maximal, ça veut dire 200 000 francs de fonds propres, 800 000 francs de fonds étrangers, donc le prêt de la banque, eh bien, la maison va vous coûter 60 000 francs par année. C'est comme ça que la banque calcule. Alors que la réalité, c'est pas ça du tout. La maison va vous coûter à tout casser 2 000 balles par mois. Et c'est ça la grosse différence. C'est pour ça que ça va même pas vous coûter 2 000 balles par mois. Okay, c'est pour ça que c'est quand même une différence assez sûre. C'est pour ça que si les taux d'intérêt augmentent, vous avez encore la capacité de payer. Et puis c'est pour ça que le marché immobilier suisse est très résilient, peu de faillites, etc., etc. Très peu de ventes aux enchères. Si vous validez ces deux cases, qui sont donc la fortune, les 200 000 francs d'apport et la capacité d'endettement, donc les revenus suffisants, vos revenus bruts vont être 3 fois supérieurs aux charges que la banque calcule. Donc si elle estime que votre maison à 1 million coûte 60 000 francs par année, ce qui est le cas, donc si vous achetez une maison à 1 million, sachez, vous coûte aux yeux de la banque, dans ces calculs théoriques, eh bien vous devez justifier 180 000 francs de revenus bruts annuels. Donc, en gros, ce que vous pouvez dire, de manière assez archaïque, mais disons approximativement, vous pouvez dire que chaque 800 000 de dettes, quand vous achetez un bien immobilier, que vous levez auprès de la banque, nécessite en gros 180 000 francs de revenus bruts annuels. Ce qui n'est pas tout à fait correct, mais vous pouvez partir de ce principe-là, vous serez à peu près dans le tir. Donc en gros, chaque million que vous achetez vous coûte 180 000 francs de revenus bruts annuels.
que si on considère les fonds propres, etc. Voilà un petit peu la situation. Donc si vous achetez une maison à 2 millions avec le financement maximum et le minimum de fonds propres, c'est exactement la même chose. C'est plus 180 000 francs, mais c'est 360 000 francs annuels. C'est pour ça que c'est compliqué, hein, parce que si vous achetez une maison à 2 millions avec un financement immobilier maximum, vous devez gagner le salaire d'un conseiller fédéral. En gros, c'est après ça. C'est pour ça que les gens achètent en couple, c'est pour ça que les divorces, les gens sont obligés de vendre quand ils divorcent, puis vu qu'un mariage sur 2 finit en divorce, bah, y a des ventes comme ça. C'est dommage, patrimonialement parlant, mais ma foi, arrêtez de vous divorcer. Voilà un petit peu pour le financement. Dans l'apport en fonds propres, rapidement pour les Suisses qui achètent en Suisse, les résidents en Suisse, hein, qui ont, pas les Suisses, mais pas la nationalité suisse, mais les personnes qui ont vécu, ont travaillé en Suisse et qui ont vécu le système de sécurité sociale suisse avec les 3 piliers, premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier. Vous avez un deuxième pilier, un troisième pilier, vous pouvez utiliser ça comme apport en fonds propres pour les 200 000 francs que vous devez apporter. 10% peuvent provenir de votre LPP, voire au-delà, mais vous devez dans tous les cas mettre 10% de cash qui sont hors LPP. Donc si par exemple vous avez un troisième pilier de 100 000 francs, maison à 1 million, vous pouvez mettre 100 000 francs du troisième pilier, et après toute votre LPP, et vous sortez 0 francs, sauf pour les frais d'acquisition. Et c'est pour ça que si vous avez une LPP et un troisième pilier assez conséquent, ça vaut la peine d'acheter votre résidence principale parce que vous sortez très peu de fonds propres pour acheter une propriété qui fait du sens. Ça, c'est pour le financement résidence principale. Maintenant, financement résidence secondaire, c'est à peu près le même principe, sauf que LPP et troisième pilier, vous oubliez, hein, ça c'est uniquement pour la résidence principale, ça doit être la prévoyance professionnelle et privée peuvent être utilisées pour votre acquisition de résidence principale uniquement. Gardez ça dans la tête. En fait, c'est fait simplement parce que la Constitution en Suisse prévoit une facilitation pour accéder à la propriété immobilière et c'est aussi considéré comme un quatrième pilier au final l'immobilier puisque ça a été un très bon investissement pour tous les propriétaires sur les 30, 40, 50 dernières années. Alors, personne ne regrette d'avoir acheté l'immobilier en Suisse. Et donc, c'est pour ça que pour acheter votre résidence principale et donc éviter toute spéculation éventuelle et possible, eh bien, vous pouvez utiliser votre prévoyance mais pas pour le reste. Enfin, honnêtement, moi je trouve ça fondamentalement discutable, mais malgré tout, c'est comme ça. Pour la résidence secondaire, donc vous oubliez le LPP troisième pilier. Par contre, vous pouvez mettre 30 à 40% de fonds propres. Et puis le calcul de capacité d'endettement, c'est le même. Okay, donc ça veut dire que c'est la même chose. Si vous avez résidence principale et résidence secondaire, par contre, vous cumulez toutes les charges. Donc là, c'est pour ça qu'acheter une résidence secondaire quand vous êtes propriétaire d'une résidence principale en Suisse, si vous n'avez pas une fortune assez colossale, assez importante, honnêtement, je ne vais pas vous mentir que c'est compliqué. Parce qu'une résidence secondaire, par définition, ce n'est pas loué, d'accord, à l'année, puisque vous l'utilisez comme résidence secondaire. Parce qu'un bien loué vient maintenant. C'est un autre système. Le bien loué, vous mettez 25% d'apport et là, la fortune, c'est le même principe que la résidence principale. Il faut que la fortune soit suffisante et que la valeur du bien immobilier corresponde à ce que vous êtes payé, d'accord, de ce que la banque estime. Et par contre, les revenus générés ne sont pas les vôtres. Et les revenus générés sont les revenus générés par le bien immobilier lui-même. Et là, on ne parle plus de capacité d'endettement, on parle d'autofinancement. Ça veut dire que les charges théoriques que la banque calcule exactement comme la maison à 1 million que j'ai cité avant, eh bien, si ces charges sont couvertes par le revenu généré par le bien immobilier lui-même, eh bien, vous êtes autoportant. Le bien immobilier s'autofinance et donc vos revenus ne rentrent pas en considération. Donc c'est pour ça que vous avez des personnes à la retraite en Suisse qui peuvent acheter de l'immobilier, mais ces personnes à la retraite ne peuvent pas acheter leur résidence principale. Parce qu'à la retraite, on a des revenus qui diminuent. Quand on a des revenus qui diminuent, on perd sa capacité d'endettement, mais on ne perd pas la capacité d'acheter un bien de rendement qui s'autofinance. Et là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, si vous êtes à la retraite, vous ne devriez pas acheter votre résidence principale, vous devriez acheter un bien de rendement. Si vous avez entre 38 et 48 ans, là, la question se pose. Si vous êtes en dehors de cette fourchette-là, j'aurais tendance à dire achetez plutôt un bien de rendement. Après, ça, c'est ma perception des choses, et je ne dis pas que c'est une réalité absolue, mais économiquement parlant, ça fait un peu plus de sens quand on comprend comment le système fonctionne. Et enfin, les biens immobiliers commerciaux et industriels, c'est exactement le même système qu'un bien de rendement. Ça veut dire que résidentiel, hein, donc appartement, ça veut dire que vous devez avoir l'apport nécessaire en fonds propres. Vous devez également avoir l'autofinancement. Mais en général, c'est assez facile à obtenir. Pour un local commercial ou à l'industriel, hein, l'autofinancement, puisque vous mettez plus d'apport d'office. Et en général, vous mettez plus d'apport d'office et vous avez des rendements plus élevés. Parce qu'en tant qu'investisseur également, vous attendez des revenus un peu supérieurs, des rendements un peu supérieurs pour des objets plus risqués. Typiquement à l'industriel et commercial. Alors, puisque le calcul d'autoportance est le même, et ça, c'est une absurdité complète hein, en Suisse. Et j'essaie, je me bats pas contre ça parce que c'est pas moi qui décide, mais ça a aucun sens. Aujourd'hui, dans l'état actuel, quand vous achetez un bien de rendement, c'est plus facile de se faire financer un bien de rendement commercial pas bien placé à Sierre qu'un immeuble neuf centre-ville de Genève, résidentiel. Et vous pouvez réfléchir comme vous voulez, c'est absolument incohérent. C'est simplement parce que les calculs, vous avez ces deux problématiques. Hein. Vous avez la problématique et ça devrait être le sujet d'ailleurs, je vais en faire une vidéo là-dessus. Vous avez la valeur de nantissement, donc la valeur de gage. Combien est-ce que la banque estime la valeur de votre bien immobilier qui est calculée. Et ça, c'est vrai. Par contre, que la banque va être assez agressive parce qu'elle sait que les rendements sont très faibles parce qu'il n'y a pas de risque. Pour du résidentiel avec des appartements, il y a très très peu de risque. Donc la banque va faire une valorisation assez, en général, souvent inférieure quand même au prix du marché, hein, ce que vous êtes en train de payer pour un objet de la sorte. Et pour le local commercial à Sierre mal placé, dans ce cas-là, elle va être un peu sur la retenue. Okay, elle va vraiment pousser un rendement assez élevé. Donc,
elle va avoir une valeur retenue assez faible. Et par contre, pour l'autoportance, ça c'est uniquement des calculs de charge théorique du bien immobilier, que j'ai fait avec la maison avant, et un rendement locatif. Et si le rendement locatif couvre ces charges, bah c'est OK. Et puis puisque vous avez un rendement plus important et vous mettez plus d'apports, les charges théoriques que la banque calcule sont plus faibles qu'une résidence principale ou bien un bien immobilier résidentiel à Genève, et donc que vous louez. Et donc ça veut dire que l'autoportance est plus facilement obtenue avec un local commercial à Sierre mal placé qu'avec un immeuble neuf résidentiel à Genève. Donc ça veut dire qu'elle vous demandera plus de fonds propres, et ce qui est complètement absurde. Mais parfois c'est comme ça. Donc l'autoportance, c'est pas trop un problème pour les locaux commerciaux et industriels, de mon expérience. Par contre, là, c'est plus la valeur qui est délicate. C'est-à-dire que dans les deux garanties de la banque, vous avez la garantie sur la fortune, la garantie sur les revenus. La garantie sur la fortune, ici, c'est un peu plus délicat parce que la banque va être un peu plus conservatrice sur ce qu'on appelle le taux de capitalisation, c'est-à-dire le taux de rendement qu'elle estime que ça devrait avoir. Puis souvent, elle est supérieure au marché. C'est-à-dire que typiquement, si vous êtes sur un local commercial un peu mal placé, elle va estimer que vous devez faire 6% et demi de rendement, 6% et plus de rendement. Et donc souvent, dans l'acquisition que vous êtes en train de faire, vous êtes souvent en dessous de 6. Donc dans ce cas-là, c'est pas évident. Et donc elle va retenir une valeur plus faible et donc vous demandez un peu plus de fonds propres. Et par contre, vous n'aurez aucun problème d'autoportance. Voilà un peu pour le financement. Et là, c'est pour les 4 biens immobiliers distincts. C'est réglé. Troisième étape, c'est la recherche du bien immobilier. Parce que là, quand vous avez réglé le budget et le financement, vous pouvez passer à la recherche. Et là, vous avez des différences, je dirais plus, de critères de sélection entre les différents objets. Et souvent, pour la résidence principale, les critères de sélection sont simplement qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez pas. Donc il y a l'emplacement, les commodités, mais il y a évidemment aussi le design, l'architecture. Est-ce que vous voulez un appartement, une maison, ce genre de choses. Quand vous voulez du calme ou à quel point vous êtes proche des opportunités culturelles qu'une ville peut offrir. Donc ça, c'est purement émotionnel, irrationnel et subjectif. Pour un immeuble et pour les autres types d'immeubles, donc résidence secondaire, immeuble résidentiel, immeuble commercial, là vous avez beaucoup plus de juridique à intégrer. Et à cette étape-là, c'est important. Ça veut dire que la résidence principale, les aspects juridiques, honnêtement, ils sont quand même moins importants. Ils ne sont pas inutiles. C'est quand même important de comprendre comment fonctionne le marché immobilier. Mais est-ce que vous avez le droit de faire ce que c'est? Comment fonctionne une PP, par exemple, si vous achetez un appartement? Ça sera important de le comprendre. Mais par contre, les critères juridiques, c'est beaucoup plus important pour le reste des biens immobiliers. Par exemple, une résidence secondaire, vous devez comprendre la Lex Weber. La résidence secondaire, vous devez comprendre, donc c'est la loi sur les résidences secondaires, vous devez comprendre également la LFAE, loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Et ça, c'est des lois que vous devez maîtriser. Vous devez au moins comprendre les mécanismes et à quoi ça sert sur le marché immobilier. D'accord? Ça, c'est pour la résidence secondaire. Vous devez savoir quand vous achetez, à qui vous pouvez revendre, qui a le droit d'acheter, qu'est-ce que vous avez le droit de faire avec, est-ce que vous avez des contraintes, est-ce que vous devez habiter sur place, voilà, ce genre de choses. Et ça, en général, vous le trouvez avec la résidence secondaire assez facilement. Pour les biens de rendement résidentiels, vous devez vraiment maîtriser le droit du bail. Droit du bail, donc code des obligations, article 253 et suivant, si je ne me trompe pas, 253 à 275, je crois, code des obligations. Et c'est l'ordonnance sur les baux à loyer à faire. Si vous achetez sur le canton de Vaud et le canton de Genève, vous devez connaître L3PL pour le canton de Vaud, LDTR pour le canton de Genève. Là, vous êtes obligé de maîtriser. Vous êtes obligé de connaître un peu comment ça marche, parce que sinon, vous êtes cuit. Au moins comprendre les grandes lignes et comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas? Quelles sont les restrictions, les contraintes que vous avez? Vous avez également, et vous devez intégrer, pour l'immobilier commercial, un peu de droit du bail. Mais je dirais que pour l'immobilier commercial, c'est moins grave. C'est moins grave, mais par contre, vous devez beaucoup plus maîtriser la micro-situation. Donc pour la recherche, maîtriser la micro-situation parce que vous avez une exposition conjoncturelle beaucoup plus importante que l'immobilier résidentiel de rendement. Quand vous sélectionnez des immeubles de rendement résidentiel et commerciaux, les critères de recherche que vous allez avoir sont des critères qui sont beaucoup plus rationnels et objectifs que la résidence principale. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, on est très actifs dans la recherche d'opportunités, la soumission d'opportunités, l'analyse qu'on envoie à nos clients pour acheter des biens immobiliers de rendement et pour faire des opérations immobilières, mais beaucoup moins pour la résidence principale. Simplement parce que la résidence principale, c'est pas moi qui décide qu'est-ce qu'il vous faut pour vous. Okay, vous avez 2 enfants, 3 enfants, il vous faut 3 chambres, 4 chambres. Voilà. C'est pas tellement rationnel, objectif. C'est purement subjectif en fonction de vos besoins. Ce que vous allez faire plus tard dans votre vie. Et ça, c'est 2 choses différentes. Pour vos recherches, c'est comme ça que vous devez analyser en fonction des types de biens immobiliers que vous achetez. Maintenant, le seul dénominateur commun que vous avez pour n'importe quelle acquisition, c'est que vous devez visiter. Et vous devez visiter une panoplie de biens immobiliers. Ça, vous êtes obligé de passer par là. Vous pouvez utiliser des outils, vous pouvez vous aider avec des experts, mais vous devez quand même visiter une série de biens immobiliers. Vous devez comprendre un peu, et ça, vous êtes obligé. Résidence principale, bien de rendement, investissement, résidence secondaire, c'est obligatoire. Ensuite, faire une offre. 4e étape. L'offre, je dirais que c'est souvent surévalué. À mon avis, c'est largement surévalué de comment est-ce qu'on fait une offre, comment est-ce qu'on structure une offre. Moi, je pense que j'ai fait du courtage et souvent, les propriétaires... En fait, c'est le travail du courtier. Et en fait, peut-être que je me trompe parce que moi, quand les gens me faisaient des offres, je leur disais, une offre, tu peux me dire, je t'offre 1 270 000. Et tu peux me dire au téléphone, c'est bon, puis je suis. Et alors, en fonction du vendeur, quand vous achetez, vous connaissez pas le vendeur. En fait, ça vous sert à rien de faire une offre construite, etc. Sauf si vous avez des informations pertinentes. Mais par exemple, vous achetez à des Suisses allemands et vous faites une offre écrite en allemand. Ils aiment pas l'allemand, mais au moins vous voyez ce que je veux dire. Et vous essayez d'aller dans leur sens. Vous voyez, vous essayez de donner des signaux.
Mais honnêtement, c'est censé être le travail du courtier, ça. Et ça, c'est le courtier qui doit être suffisamment intelligent. Malheureusement, sur le marché, il n'y a pas que des courtiers qui sont très très intelligents. Il y a des très bons courtiers, mais il y a des très mauvais courtiers aussi. Et moi, j'aurais tendance à dire que, en tout cas, quand j'étais courtier, je disais aux gens, ton offre, tu me l'envoies comme tu veux. C'est-à-dire, tu me fais un WhatsApp, tu me dis, j'offre 800 000, et c'est moi qui gère après. C'est moi qui connais le propriétaire, en tant que courtier. Je suis pas courtier, mais je veux dire, c'est le courtier qui connaît le propriétaire. Et c'est au courtier d'avoir la sensibilité, et c'est ça son métier, hein, fondamentalement. C'est au courtier d'avoir la sensibilité d'expliquer ce que c'est le type d'acheteur. Donc si vous êtes sur un immeuble complètement pourri, hyper compliqué, et vous savez qu'aucun privé va acheter, et que ce sera forcément un professionnel immobilier, quand vous avez une offre d'un professionnel immobilier, c'est ça que vous mettez en avant. Si vous avez une noirie hyper émotionnelle, qui tient à la maison familiale depuis toujours et qui vend, et puis derrière vous, l'offre que vous avez, vous devez essayer de la modeler pour faire comprendre à l'ouari que c'est quelqu'un qui va prendre soin de ce bien immobilier, vous allez dans ce sens. Donc vous n'avez pas du tout le même discours en tant que courtier, quand vous avez des transactions entre professionnels, quand vous avez des transactions entre privé et professionnel à privé. Fondamentalement, c'est le discours change. Et ça, malheureusement, trop de courtiers le comprennent pas ou l'appliquent très très mal. Et parfois, ça fait planter des deals et ça, bien souvent, j'en ai eu. Mais je dirais que vous, en tant qu'acheteur, ça devrait pas être votre priorité. Vous pouvez mettre en avant des aspects un peu émotionnels quand vous achetez votre résidence principale. Pour moi, c'est le seul truc qui fonctionne. Pour le reste, ça fonctionne pas tellement. Résidence secondaire à la limite, mais très très peu. C'est beaucoup plus des gens déjà qui comprennent le business dans la résidence secondaire parce qu'ils en ont déjà fait. Ils ont déjà fait des opérations immobilières. Pour la plupart, ils ont déjà acheté, vendu, ils savent ce que c'est, ils savent à quoi ça ressemble. Et ils s'en foutent en fait. Ils sont beaucoup moins liés émotionnellement à l'argent et à la fortune patrimoine familial puisque c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de maîtriser. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de personnes pensent que ça vaut la peine de détailler une offre et d'aller très très loin avec ça, alors que je vais pas vous mentir, mais les vendeurs quand ils vendent, ils veulent récupérer du cash. Sinon, ils vendraient pas. S'ils n'avaient pas besoin d'argent, s'ils pouvaient garder la propriété, ils la garderaient. Donc au final, c'est celui qui paye le plus qui va l'avoir. Dans la grande majorité des cas, il y a que quelques exceptions très rares, mais que j'ai vues. Des exceptions très rares. En général, c'est des gens qui ont hérité, qui sont pas très, qui ont une relation à l'argent un petit peu détachée puisque ils n'ont pas fait d'argent, c'est tombé du ciel, et donc ils sont prêts à vendre moins cher à quelqu'un qui leur plaît plus. Mais c'est très rare. C'est en général les gens qui n'ont pas eux-mêmes fait le travail d'acheter le bien immobilier. C'est pas eux qui ont fait l'effort d'avoir 1,5 million de fonds propres pour acheter un immeuble à 5 millions pour ensuite le vendre. Et c'est en général, ils ont hérité. Et ça, c'est une réalité du marché. C'est vrai, ça arrive, mais c'est quand même plutôt rare. Hein. En général, quand il y a de l'argent en jeu, c'est celui qui met le plus qui gagne. Voilà. Donc votre offre, il ne faut pas trop vous prendre la tête non plus. Enfin, la 5e étape pour acheter un bien immobilier en Suisse, c'est le notaire et la rédaction du projet d'acte d'achat et de vente. Cette partie, honnêtement, elle est quasiment identique pour n'importe quel type de bien immobilier que vous allez acheter. Sauf que quand vous achetez votre résidence principale, vous allez signer, pour la grande majorité des cas, une vente à terme. Une vente à terme, c'est-à-dire que vous allez signer un acte d'achat. Alors pour les Français qui regardent cette vidéo, par exemple, et qui souhaitent acheter en Suisse, sachez qu'un compromis de vente ou d'achat n'existe pas. Ça veut dire qu'en Suisse, vous signez uniquement un acte d'achat, respectivement de vente, et c'est un acte définitif. Et vous ne pouvez pas le balayer, vous ne pouvez pas changer d'avis, vous n'avez pas une période de réflexion, c'est comme vous signez, point. Okay. Ce qui fait que les délais sont beaucoup plus courts pour acheter et pour vendre. Ce qui fait que moi j'aime largement plus ce processus qu'un processus de compromis de vente avec un potentiel retour en arrière. Quand vous signez un acte de vente pour acheter une propriété en résidence principale, souvent c'est une vente à terme, donc c'est-à-dire que vous signez puis vous prenez possession plus tard. Par exemple, là au moment où je tourne cette vidéo, on est dans le dernier trimestre de l'année 2025 et donc en fin d'année comme ça, très souvent vous n'aurez pas le temps de monter le financement, ça prend quelques semaines. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous signez un acte de vente par exemple le 22 novembre, au hasard, pour une prise de possession au 31 janvier. Okay, et ça vous laisse le mois de décembre, le mois de janvier pour finaliser le financement, sachant qu'il y a les vacances au milieu, Noël, etc. Nouvel an. Un acte de vente à terme, c'est largement utilisé dans la résidence principale. Ça se fait également pour tout type d'autres biens immobiliers pour de l'investissement, pour des acquisitions, rendement résidentiel, résidence secondaire évidemment, mais aussi à le commercial, à l'industriel, d'accord. On utilise également des promesses d'achat et de vente. Ça se fait plutôt pour des opérations immobilières, pour des opérations typiquement acquisition de terrain, acquisition de projets d'immeubles à développer, ou alors des projets spécifiques. On utilise également des actes conditionnés, des actes de vente conditionnés ou alors des promesses d'achat et vente conditionnées. Ça se fait également quand on conditionne par exemple à une autorisation de construire, mais on peut conditionner à d'autres circonstances, à d'autres situations particulières. Typiquement, j'en sais rien, on peut conditionner au fait qu'un terrain ne soit pas pollué par exemple. Si on attend un rapport et qu'on veut signer un acte pour clôturer le deal, on pourrait conditionner de la sorte. Et on peut conditionner à n'importe quel type de condition. Okay, dans la plupart des cas quand même, par exemple, un acte de vente conditionné qui se fait sur le canton de Vaud par exemple,
J'ai parlé de la L3PL en début de vidéo, c'est la loi sur la préservation et la promotion du parc immobilier locatif vaudois. C'est donc une loi qui est complémentaire au droit du bail. Et puis parfois, vous pouvez avoir des conditions de restriction de location, par exemple, quand vous achetez un appartement qui est soumis à cette loi. Et ça, c'est la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud qui décide. Et puis, ça prend un certain temps pour obtenir cet aval. Puis surtout, le feedback de cette direction arrive après la transaction. Okay, donc vous signez l'acte d'achat en général. Vous pouvez demander en amont, mais ce qui peut se faire également, et ce qui se fait assez régulièrement, c'est de signer un contrat de vente avec la condition du fait que si jamais il y a une restriction, la vente n'ait pas lieu et n'aboutisse pas, puis la compte soit retournée à l'acheteur. Dans la grande majorité des cas, quand vous achetez un appartement, une maison, résidence principale ou même n'importe quel type d'investissement, je ne vais pas rentrer dans des modèles très spécifiques d'acquisition, hein, mais ce qui va se passer, c'est que dans la très grande majorité des cas, vous payerez un acompte en tant qu'acheteur. Cet acompte, il n'y a pas de règle, il n'y a pas du tout de règle spécifique. Vous allez mettre en général une dizaine de pourcents, entre 5% et 20%, c'est ce qui se fait de manière générale du prix d'achat, du prix de vente en cas de la transaction. Maintenant, ça se fait également de signer des conventions de réservation. Et ça, c'est des conventions qu'un courtier vous fait signer pour bloquer l'affaire, le temps de préparer le projet d'acte d'achat, parce que ça prend du temps évidemment, il faut contacter un notaire, etc. Et il y a des conditions, il faut relire, etc. Je pense que c'est pas encore tout à fait clair dans la tête de tout le monde, et ça c'est important de le noter, mais une convention de réservation n'a aucune valeur juridique. Donc si vous signez une convention de réservation, vous n'allez pas au bout, on vous rendra la compte que vous aurez versée et vous n'aurez rien à faire. Le seul acte définitif en Suisse, c'est l'acte de vente signé devant notaire, c'est ce qu'on appelle la forme authentique, qui est requise pour toute transaction immobilière. Malgré tout, une convention de réservation, c'est utilisé pour psychologiquement engager un peu l'acheteur et le vendeur à s'acheter et à se vendre mutuellement. Mais ça ne vaut rien juridiquement. Les frais de notaire, qui sont habituellement mal compris, font partie intégrante des frais d'acquisition que j'ai cités au début de cette vidéo, ça veut dire entre 3 et 5%, et ils y sont intégrés. À noter que le notaire n'est pas la partie prenante d'une transaction qui gagne le plus. Un notaire gagnera entre grosso modo 0,6% à 1,5% de la transaction, en fonction du canton dans lequel il exerce, et un notaire est lié au canton dans lequel il est résident. Donc là où il a son étude. Donc un notaire a la capacité de faire du notariat dans le canton dans lequel il est situé. Il ne pourra pas, un notaire genevois ne peut pas signer un acte de transaction, de vente dans le canton du Valais. Un notaire valaisan ne peut pas signer un acte d'un immeuble situé dans le canton de Vaud. Dans certains cantons, en Suisse alémanique, vous avez des notaires qui sont des officiers publics fonctionnaires, donc employés par l'État, et qui ne coûtent quasiment rien. Ça veut dire la transaction et les frais de transaction sont très très faibles. Typiquement, vous achetez une maison à Zurich que vous payez 1 million, vous allez payer à peu près 5 000 francs de frais d'acquisition. En gros, vous faites la même chose à Genève, vous allez payer 10 fois plus cher, soit 50 000 francs. Les frais de transaction sont généralement remplacés par des frais d'avocat. Donc c'est pas complètement vrai qu'on payera uniquement 5 000 francs pour une transaction à Zurich pour une maison à 1 million, parce que en général le contrat est fait par un avocat et donc ça coûtera quand même de l'argent. Mais certes, largement moins cher que ce que vous payez à Genève. Ça, c'est des coutumes, c'est des façons de procéder. Un notaire dans les cantons romans est un officier public mais indépendant. Il n'est pas employé par l'État. Et enfin, la 6e et dernière étape d'une transaction, eh bien là, c'est simplement la vie après avoir acheté. C'est-à-dire que vous aurez des charges à payer, vous aurez certaines contraintes, certains avantages, et qui varient beaucoup en fonction de l'objet que vous achetez. À noter, quand vous achetez une maison ou un appartement, que ce soit ici pour faire du rendement résidentiel ou que ce soit ici pour habiter, une résidence principale ou une résidence secondaire, notez qu'une maison coûtera toujours plus cher qu'un appartement. Et ici, il y a souvent une erreur faite par les investisseurs ou les acquéreurs d'une résidence principale ou secondaire, c'est de comparer les charges PP d'un appartement avec les charges hypothétiques faussement calculées d'une maison. Simplement parce que vous devez comprendre que quand vous êtes propriétaire d'un appartement, vous avez beaucoup de frais communs à l'immeuble qui sont dilués dans les charges, notamment le fonds de rénovation. Le fonds de rénovation qui sert à faire des grosses rénovations sur l'enveloppe du bâtiment, soit les parties communes. C'est-à-dire la chaudière, ça veut dire les façades, la toiture, l'isolation. Ces frais-là, quand vous êtes propriétaire d'une maison, vous les avez tout seul et vous les portez tout seul. Et quand vous avez une maison qui a un chauffage, des façades, une toiture, une charpente, etc., vous allez forcément payer plus cher en payant seul les coûts liés à ces travaux pour une maison que les coûts divisés par 10 dans un immeuble de 10 appartements. Alors la toiture d'un immeuble de 10 appartements coûtera plus cher que la toiture d'une maison, la chaudière coûtera plus cher que la chaudière d'une maison individuelle, mais par contre, elle ne coûtera pas plus cher par copropriétaire. Et ça, c'est une erreur fondamentale que vous ne devez pas faire. Donc quand vous achetez une maison, sachez que ça vous coûtera plus cher d'entretenir une maison et de la garder, évidemment. Je pense que les maisons prendront plus de valeur avec le temps, à long terme, pour d'autres questions juridiques et de construction en Suisse et d'aménagement du territoire, mais les appartements vous coûtent moins cher à l'exploitation. Et ça, c'est une réalité qui ne changera pas. Dans la vie et l'exploitation, vous avez également, si vous faites de l'investissement cette fois, donc ça c'est valable pour les résidences principales et secondaires, ce que je viens d'expliquer, mais pour de l'investissement, vous aurez
plus ou moins de charges imputables au locataire en fonction de l'investissement que vous faites. Et de manière générale, quand vous achetez une halle commerciale, des bureaux ou une halle industrielle, le locataire aura souvent un contrat de plus longue durée et puis se débrouillera beaucoup plus en matière de travaux d'entretien et d'exploitation de manière générale pour le bien immobilier en question. Donc ça veut dire que, et souvent c'est le cas, vous achetez une halle industrielle brute et vous la louez brute et le locataire l'aménage. Il l'aménage comme il l'entend. Et comme ça, si vous avez une personne qui loue votre halle industrielle pour faire de la menuiserie, il l'aménage comme il souhaite pour de la menuiserie. Si vous avez un locataire qui veut faire du nettoyage de voiture, il fera du nettoyage de voiture. Et donc, vous n'avez pas besoin des mêmes infrastructures à l'intérieur. Et donc, l'aménagement, puis l'exploitation et l'entretien sont souvent payés par le locataire lui-même. Et vous, ça ne vous concerne pas en tant que propriétaire. Ce qui fait que c'est un peu plus sain en tant que propriétaire, mais par contre, c'est un peu plus risqué. Parce que, admettons, vous avez une société de menuiserie ou votre halle, il faut déjà la trouver. Ça va vous prendre quelques mois, hein, alors que des appartements, je ne vais pas vous mentir qu'en 10 jours, vous pouvez plier ça. Quand vous achetez une halle industrielle, admettons, ça prend quelques mois à trouver le locataire, c'est une société de menuiserie qui va faire des installations pour une société de menuiserie. Et le jour où lui part, où il ferme la société, où il fait faillite, c'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça prend du temps. Parce que vous allez devoir soit retrouver exactement la même exploitation qui a besoin des mêmes infrastructures, soit vous recommencez à zéro. Et là, c'est délicat. Donc c'est pour ça que le risque est plus important pour ce genre d'investissement, parce que un logement, un appartement, le locataire part, vous trouvez un autre locataire qui récupère l'appartement. Et si les meubles sont restés parce que le locataire a disparu, bon bah vous liquidez les meubles. C'est pas quelque chose de compliqué et c'est quelque chose de beaucoup plus commun. Donc plus vous allez dans quelque chose de spécifique, plus en général le rendement sera élevé parce que votre risque que vous portez est élevé également. En matière de droit du bail, vous aurez plus de simplicité dans des halles commerciales industrielles que dans le logement, parce que le logement est quand même largement protégé, puisque c'est fondamental pour l'être humain de se loger, du sens. Mais pour autant, la Suisse est quand même vachement bien organisée et juridiquement assez stricte. Quelqu'un qui ne paye pas, c'est quelqu'un qui ne reste pas. Donc, dans l'ordre donc vous avez des étapes très très claires à respecter quand vous faites un investissement pour du rendement. Mais l'élément auquel je ferai attention, c'est par exemple ce qu'on appelle la mise en valeur en immobilier. C'est la première location. Si vous êtes propriétaire d'un appartement que vous souhaitez louer et vous trouvez le locataire, vous voulez trouver le locataire, le premier locataire à mettre en place dans le bien immobilier, eh bien faites appel à des professionnels qui vous rédigeront le bon contrat et qui vous trouveront le bon locataire. Ce qui vous permettra, vous, de vous libérer de cette charge mentale qui est quand même relativement importante et surtout de savoir que c'est fait dans les règles de l'art et en ordre. D'accord ? En général, la mise en valeur d'un appartement vous coûtera de l'ordre d'un loyer et ça vaudra largement la peine. Voilà pour ces 6 étapes à suivre quand vous voulez acheter un bien immobilier en Suisse. Pour les personnes qui viennent de l'étranger, j'ai clarifié un petit peu le fonctionnement de l'immobilier suisse. Pour les personnes qui sont en Suisse, qui souhaitent investir ou acheter une résidence principale, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un suivi ou accès à des experts pour des conseils en matière d'investissement immobilier ou d'achat, d'accession à la propriété, c'est notre métier, on fait que ça. En fait, donc vous pouvez réserver un appel avec nous en cliquant sur le bouton juste en bas de cette vidéo, dans les commentaires, et on prendra un petit moment ensemble volontiers pour travailler sur votre projet et voir comment est-ce que nous pouvons vous aider.